Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Salma Dahir. Salma est économiste pour le réseau des solutions durables. Passionnée par les chiffres, Salma analyse des données statistiques qu'elle met en perspective dans un contexte politique international. Dans cet épisode, Salma communique à propos de ses récents travaux et des rapports publiés par SDSN. On s'intéresse principalement aux externalités négatives. Je vous laisse écouter l'épisode pour en savoir plus. Bonne écoute à toutes et à tous. Salut Salma. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Ça va, très bien. Et toi ? Très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour réaliser un enregistrement pour Basilic. On va d'abord commencer par une présentation pour en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours et ce qui t'a amené ici. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Je suis Salma Dahir, je suis économiste pour le réseau des solutions pour le développement durable, SDSN. Notre équipe, elle travaille sur des questions économiques, environnementales et sociales. Et mon travail consiste vraiment à analyser des données statistiques et à essayer de les mettre en perspective dans un contexte politique international. Et qu'est-ce qui t'a amené ici ? Quel a été ton parcours ? Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai d'abord étudié à Dauphine. Université parisienne, et j'ai étudié l'économie, puis l'économie du développement, où je me suis vite intéressée à des questions d'inégalité économique, nord-sud, etc. Et je me suis plongée vraiment dans l'univers des organisations internationales, que ce soit à l'OCDE, à la Banque Centrale Européenne ou aujourd'hui à l'ONU. Et aujourd'hui, ce qui m'a amenée dans ASDSN particulièrement, c'est vraiment l'échelle du bureau. On est à peu près une trentaine, on est assez jeune, on a beaucoup d'initiatives qui vont du bas vers le haut également. On nous met en avant beaucoup aussi et du coup on se sent reconnu dans notre travail. Et puis, on a une superbe ambiance, des gens très sympas qui viennent du monde entier. Ça, c'est très enrichissant également. Ça donne envie. Est-ce que tu peux nous présenter SDSN, s'il te plaît ? Alors, SDSN, c'est une organisation à but non lucratif, indépendante et mandatée par l'ONU. On mobilise la communauté scientifique et technologique vraiment à travers le monde pour promouvoir des solutions concrètes dans le but de répondre à ce qu'on appelle les objectifs du développement durable ou l'agenda 2030, ainsi que l'accord de Paris pour le climat. SDSN a des bureaux à Paris, à New York et à Kuala Lumpur. Et quand est-ce que ça a été créé ? Ça a été créé à l'occasion du vote historique qui a mené à la conception de ce cadre juridique que sont les ODD. Qui sont affichés juste devant nous. Voilà, on a des beaux cadres avec les 17 objectifs. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que ça a été voté en 2015 vraiment par tous les États membres de l'ONU, dont la France, et que c'est quand même un cadre qui nous permet de brasser très large entre l'éradication de la pauvreté, de la faim dans le monde, une bonne éducation pour tous et l'égalité entre les genres, mais aussi des objectifs liés à la biodiversité à la fois dans l'eau, sur la terre, au climat et à la paix, à la justice, à des institutions fortes. Mais en fait, c'est un cadre où on comprend assez vite qu'un objectif est forcément lié à un autre et qu'il faut les penser de manière liée, intégrée. Et voilà, c'est tout un challenge. C'est pour ça que SDSN est vraiment là pour essayer de faire en sorte que ce soit facilement applicable au niveau politique et donner en fait des idées, des solutions vraiment pour que concrètement les décideurs politiques y voient plus clair.
Vous avez vraiment une approche globale et transversale en fait. C'est ça. Et alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu SDSN, les missions sur lesquelles vous travaillez? Comment est-ce que ça se passe? Qui est-ce qui vous attribue ces missions? Voilà, un petit peu votre quotidien. Puis après, on étudiera plus en détail quelques rapports sur lesquels vous avez travaillé récemment. D'accord. Alors, notre mission, c'est vraiment promouvoir des approches, donc comme je disais, intégrées, holistiques, pour mettre en œuvre les ODD et l'accord de Paris sur le changement climatique, par le biais à la fois de l'éducation, de la recherche, de l'analyse des politiques et de la coopération mondiale. Donc, si on veut, on va dire résumer, on structure notre travail sur 3 axes. Le premier, c'est nos réseaux nationaux et régionaux qui sont constitués de plus de 1600 institutions, que ce soit des associations ou des universités, qui justement nous permettent vraiment de calibrer au niveau national des enjeux spécifiques et voilà, de pouvoir avoir vraiment ce qui se passe au jour le jour. Voilà. On a vécu par exemple avec notre réseau Afghanistan tout ce qui s'est passé récemment. C'est vraiment un réseau très riche et on a vraiment toute une équipe dédiée à cela. Le deuxième point, ça va être la SDG Academy. Donc SDG qui est ODD en anglais. Et en fait, c'est à la fois une plateforme de cours en ligne accessible gratuitement, mais aussi c'est une plateforme qui est une équipe qui travaille tous les jours, à la fois dans les pays développés et les pays en développement, avec des professeurs, des instituteurs, des écoles, pour faire en sorte de généraliser l'éducation au développement durable dans le monde, dès tout petit. Et ça, c'est vraiment assez inspirant. Et le troisième axe, donc, c'est nos travaux de recherche. Et moi, je travaille principalement, du coup, dans le cadre de ce dernier axe, et surtout sur un rapport autour des impacts environnementaux à la fois générés au sein de nos frontières et à l'étranger. Et je suis assez impliquée dans la réalisation de nos rapports phares, donc SDR, les rapports sur le développement durable. Et tu fais une parfaite transition avec la question que je voulais te poser, puisque vous publiez 2 fois par an, me semble-t-il, des rapports consacrés au développement durable, une édition européenne et une édition mondiale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces rapports, puisque c'est notamment une partie de ton travail de les construire, de les élaborer, et j'imagine après de les diffuser, les promouvoir. Et d'ailleurs, à qui est-ce que vous les partagez, ces rapports? À qui est-ce qu'ils s'adressent? Du coup, le rapport sur le développement durable, c'est vraiment ces deux que tu viens d'évoquer, sont vraiment ancrés dans ce cadre des SDGs. On a d'autres rapports, mais qui le sont de manière plus détournée ou plus axés sur l'accord de Paris. Mais ce rapport-là, c'est vraiment la première étude mondiale qui évalue où se situe chaque pays par rapport à la réalisation de chaque ODD. C'est donc, voilà, ces 17 objectifs, ils établissent vraiment des normes. Mais des normes à la fois pour les pays développés et les pays en développement, parce qu'on était habitué avant à juste donner des indications pour les pays en développement, mais finalement les pays développés ont aussi beaucoup à faire. Et du coup, les ODD, ils englobent vraiment problématiques sociales, économiques et enjeux environnementaux et de biodiversité. Et pour nous, c'est vraiment un cadre vraiment complet et intéressant et politiquement légitime, vu ce vote historique de tous les pays. Et en fait, on essaye de faire en sorte que notre rapport soit utilisé à la fois par les gouvernements, les décideurs politiques aussi locaux, les scientifiques, la société civile, mais pour différents buts, c'est-à-dire pour identifier des priorités d'action pour leur pays, ou pour comprendre des défis de la mise en œuvre de telle ou telle politique, essayer de suivre les progrès des politiques, assurer qu'on puisse tenir responsables les décideurs politiques avec une information claire et transparente. Donc ça, c'est vraiment plutôt orienté société civile, et vraiment identifier les lacunes sur les 17 objectifs qui doivent être comblés pour les ODD d'ici 2030, parce que c'est la deadline de ce qui a été voté en 2015. C'est vraiment des objectifs à mettre en place d'ici 2030. Donc, par rapport à nos autres rapports aussi, on publie des éditions régionales, donc ce que tu disais pour l'Europe, ce qui nous permet en fait d'affiner
au niveau des indicateurs ce qu'on va mettre en place. Bien sûr, à l'Union européenne, on n'a pas trop d'indicateurs sur l'éradication de la faim. On a plus des indicateurs sur l'obésité, sur des choses qui sont vraiment propres aux défis européens. Et ça nous permet, ces éditions régionales, d'interpeller des institutions comme l'Union européenne. C'est dans ce cadre-là, de cette édition européenne, qu'on est en coopération avec des instances de la Commission européenne pour financer ce rapport. Et on a aussi, par ailleurs, publié des rapports autour des pays d'Afrique ou des pays arabes, ou des rapports vraiment nationaux, Brésil, Paraguay, Uruguay, Italie, Espagne, où on va avoir une analyse locale et municipale, vraiment. Et pour mener cette analyse locale et municipale, vous travaillez avec des institutions nationales Oui, les équivalents de l'INSEE, des instituts nationaux de statistiques, qui justement collaborent avec nous, nous donnent leurs indicateurs, leur manière de suivre les progrès des ODD, parce que c'est aussi une question, comment on fait en sorte que des pays en développement qui ont encore beaucoup de mal à sortir des statistiques rapportent sur tous ces ODD, parce que c'est la prérogative des instituts nationaux de statistiques de rendre compte des ODD, et ça, on trouve que c'est assez surprenant, vu qu'il n'y a pas forcément les financements derrière. Bah oui. Donc, voilà. Est-ce que vous avez une équipe aussi de lobbyistes à la Commission européenne pour justement faire entendre ce sur quoi vous travaillez, essayer de faire passer des messages ? Je dirais pas que c'est lobby, parce que je trouve que c'est un mot connoté défense d'entreprise, et que nous, on défend plus vraiment une approche de résolution des enjeux, des problématiques climatiques et sociales, surtout. Je suis d'accord, mais... Mais je vais répondre à ta question. Je vois ce que tu veux dire, c'est essayer d'influencer, de faire, par exemple... Des concepts comme on va évoquer plus tard les spillovers, les externalités, ce genre de choses pour nous, on va le faire passer à travers nos rapports, bien sûr, mais on a le directeur de SDSN qui est Jeffrey Sachs, qui a été pendant longtemps, il me semble, conseiller spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies, qui est quelqu'un qui a vraiment aussi un aura à New York, aux États-Unis en général, et qui régulièrement est médiatisé et aussi écrit énormément d'articles pour des médias assez larges. Mais c'est vrai que on essaye, dans nos discussions, dans nos partenariats. Je pourrais te parler un peu plus de nos partenariats, puisqu'on travaille avec des gouvernements, comme je t'ai dit tout à l'heure, Brésil, en ce moment avec le Bénin. On travaille aussi avec la Commission européenne, Eurostat. On va travailler avec GIZ, qui est l'agence de coopération allemande, l'équivalent de l'Agence française de développement outre-Rhin. Donc, tout ça, tous ces partenariats nous donnent espoir, parce qu'on se dit, il y a de l'intérêt, il y a une volonté politique de réutiliser aussi nos travaux. Très récemment, on était très contents. Fin février 2022, une députée a remis un rapport à Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, anciennement, maintenant, je crois, ça dépend quand est-ce que sera diffusé ce podcast. Anciennement. Anciennement, je pense, qui lui a rendu un rapport où dans ses recommandations, elle demande un rapport à SDSN pour un état des lieux local, municipal de la France. Et ça, pour nous, ça veut dire que notre message, il arrive à entrer ces sphères de pouvoir qui, pour nous, sont la solution pour changer les choses. Parce que si on n'interpelle pas les gouvernements, si on n'interpelle pas les entreprises, on est mal barré. Et j'essaye de rester polie et de faire un euphémisme. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai employé le terme lobbyisme, parce que je suis d'accord avec toi, il est connoté entreprise, presque greenwashing, etc. Mais au final, si on prend l'exemple de l'association Bloom, ils ont une équipe de lobbyistes et ils défendent ce mot-là, et je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on joue aussi dans la même cour que ces grandes entreprises qui ne cherchent qu'à polluer ou défendre leurs intérêts.
Tu le disais au tout début de cet épisode, vous essayez en tout cas d'avoir une approche assez globale pour ne pas uniquement se concentrer sur un des objectifs du développement durable, mais essayer de les mesurer aussi dans leur intégralité, les interactions qu'ils peuvent avoir ensemble. Et dans vos rapports, vous utilisez beaucoup la notion d'externalité, qu'elle soit positive ou négative. C'est un terme qui en anglais, qu'on appelle en anglais spillover. Donc comme ça, tous vos rapports ne sont pas encore traduits. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'ils le soient tous. Donc on mettra les liens pour ceux qui le sont. Et puis ceux qui sont en anglais, on les mettra aussi. Mais voilà, pour les auditeurs non anglophones, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous définir cette notion d'externalité qui est une notion d'économie ? Voilà. Donc, en fait, dans le vocabulaire économique, externalité, ça renvoie aux conséquences d'une activité économique, des conséquences qu'on n'avait pas forcément prévues de base. Du coup, en anglais, c'est spillover, et il y a vraiment cette image du débordement de quelque chose, voilà, des choses qui sont en plus, mais qui sont là. Du coup, on s'intéresse vraiment plus au spillover négatif que positif, parce qu'il y en a moins et que dans le cas de nos sujets, voilà, c'est plus intéressant. Et en fait, pour donner une idée concrète de ce que ça veut dire et de nos résultats et surtout de pourquoi c'est un enjeu très important, accrochez-vous, 40% de l'empreinte carbone d'un Européen ou d'une Européenne moyenne est générée par la production de biens et de services à l'étranger. Donc 40% de notre empreinte carbone, à nous deux, puisqu'on est européenne, en fait, est générée pour la production de biens et services qui vont satisfaire notre consommation. Pour résumer, on se dit, voilà, il y a quand même 60% de notre empreinte carbone qui est finalement générée dans notre pays à travers notre activité quotidienne et 40% qui est en fait lié à notre consommation d'importation. C'est vraiment énorme et on se dit en fait on va pas résoudre le problème en s'attelant qu'aux frontières nationales. Et donc on a vraiment deux types d'indicateurs pour ça. On a des bases de données assez claires sur des spillovers sociaux, sécuritaires, financiers. Par exemple, on a un des indicateurs de notre dernière publication qui sort début juin, ou qui est sorti début juin, qui en fait sanctionne négativement la France pour l'export d'armes à l'étranger, qui du coup contribue à l'alimentation de conflits à l'étranger et qu'on prend en compte. On a aussi vraiment d'autres indicateurs. Donc là, c'est un peu plus technique. On va calculer nous-mêmes avec des données très complètes sur tous les pays en termes d'échanges commerciaux et par secteur d'activité. Donc là, on est capable de savoir, par exemple, ce que le Sri Lanka a exporté dans un secteur précis, par exemple le textile, à, disons, l'Allemagne, de manière très précise. Cet outil, pour nous, il est révolutionnaire parce qu'on arrive à l'accoupler justement à des bases de données plus environnementales ou sociales et à quantifier ces choses-là. Et par exemple, pour le textile, on a utilisé une base internationale. Parmi les bases de données qu'on a utilisées, parce qu'il y a toujours des problèmes et des gaps, etc., on a utilisé une base de données sur les accidents de travail du Bureau international de travail. C'était vraiment incroyable d'estimer des chiffres, peut-être qu'on va en parler. Cette granularité, ce détail des informations qui est à notre disposition, c'est une aubaine pour les décideurs politiques qui veulent vraiment réaliser les objectifs de développement et cibler leurs mesures politiques pour qu'elles soient efficaces. Du coup, voilà, nos productions, elles sont là et elles ont vraiment destination elles ont ambition d'éclairer la société civile, aussi le secteur privé, le milieu académique, voilà. Et notre travail, en fait, il va être surtout sur des logiciels de programmation qui nous permettent de traiter et d'analyser vraiment des très grosses bases de données. Mais il s'agit du coup de calcul, mais il y a également une volonté de répondre à des questions politiques importantes. On essaye de répondre à des questions du type comment régler les problèmes liés au climat, liés aux inégalités, comment les régler concrètement, que font les pays, quels sont les secteurs à sérieusement changer et les partenariats commerciaux à améliorer. Tu le disais, ce rapport sera sorti au moment de la diffusion de l'épisode, donc je pourrais le lister aussi dans la barre de description. J'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à prendre le temps de lire un de vos rapports. Alors,
peut-être pas dans son intégralité, mais en tout cas, déjà les résumer et utiliser aussi votre site internet et toutes les plateformes que vous mettez en place. On va y revenir. Mais je trouve que vous êtes vraiment dans une approche aussi de démocratiser l'accès à l'information, de le simplifier. Et quand bien même on n'aurait pas un parcours d'économiste, on peut tout à fait comprendre ce dont vous parlez et vous donner des exemples concrets. C'est ce que tu as fait là avec l'exemple sur les externalités. Et justement, j'avais relevé que dans l'un de vos récents rapports, vous expliquez que la consommation de biens et de services en Europe ont des impacts environnementaux non négligeables à l'étranger. C'est un petit peu ce que tu disais, mais j'avais notamment noté l'exemple de la déforestation ou celui des accidents du travail et le chiffre. Tu ne l'as pas dit, mais j'avais quand même envie de le citer. Vous estimez que les importations de produits textiles dans l'Union européenne sont liées à 375 accidents du travail mortels et 21 000 accidents non mortels, donc il faut quand même le souligner, chaque année dans le monde. J'imagine que ce calcul, il a été opéré grâce au travail que vous avez fait. Est-ce que vous êtes en mesure de dire dans quel pays ces accidents ont eu lieu ? Est-ce que vous pouvez éclairer aussi peut-être les marques qui consomment, qui achètent dans ces pays ? Est-ce que vous pouvez essayer de les sensibiliser à ça ? Elles ne doivent pas l'ignorer, j'imagine. Non, et vraiment je tiens à préciser que voilà, c'est 375 accidents mortels, et parmi les 21 000 accidents non mortels, on parle de perte de membres, on parle d'handicap assez graves et de maladies chroniques aussi. Donc ça reste assez choquant de se dire que notre consommation en tant qu'Européens, c'est ça. Malheureusement, à l'heure actuelle, en termes de données, on n'est pas capable de vraiment de cibler des entreprises. Pour l'instant, on peut vraiment cibler des secteurs. Mais hier, il me semble, avant-hier, une loi a été votée à l'Union européenne pour créer une institution en fait qui rendrait accessibles des données statistiques d'entreprises. Du coup, là, on pourrait toucher à quelque chose de encore plus granulaire au sein du secteur, savoir qui fait quoi, qui a le plus d'impact. Mais à l'heure actuelle, c'est des questions que c'est super important pour nous, tout comme des données financières. Les banques aussi financent énormément de projets et elles sont peut-être à Paris, mais c'est des choses on a vraiment envie que la responsabilité, elle soit vraiment prise en compte et sortir un peu de peut-être cette idée dépolitisée de l'écologie individualiste, de prendre des douches, de culpabiliser l'individu quand on voit que les impacts, c'est à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une entreprise, c'est là où les plus gros impacts ont lieu. Et oui, c'est important pour nous et on essaye du coup dans le cadre de ces articles-là. Donc c'est vraiment des articles qu'on fait avec GIZ. C'est des articles et l'université de Sydney en Australie, où on essaye depuis donc notre première étude sur les accidents de travail, on en a fait une autre sur l'alimentation. Donc les chaînes d'alimentation pour nourrir l'Union européenne. D'ici la fin de l'année, on va sortir un article sur l'esclavage moderne et le travail forcé, sur les chaînes de minéraux, notamment de diamants, pour, encore une fois, satisfaire la consommation européenne. On se focalise sur l'Union européenne parce que l'Union européenne a la compétence exclusive du commerce hors UE. L'Union européenne a les moyens de changer les choses à l'échelle de l'Union européenne. Donc tout ça fait en sorte que pour nous, c'est un interlocuteur politique très important. Et faire ces études-là qui sont ciblées sur des secteurs, c'est vraiment ce vers quoi on essaye d'aller vraiment dans le plus précis en termes d'information, et on espère très bientôt à l'échelle même de l'usine, de la filiale. Ça a déjà existé dans la recherche, mais plus aux États-Unis, etc. Donc on va y arriver, j'espère. Vous y travaillez. Est-ce qu'on peut imaginer que ces chiffres sont peut-être moins importants que la réalité, puisque peut-être certains travailleurs ne sont pas déclarés, travaillent dans des conditions auxquelles finalement c'est même pas tracé, il n'y a pas du tout de statistiques, etc. On peut imaginer que c'est juste l'arbre qui cache la forêt ? Oui. Après, justement, il y a toujours des biais. On parle toujours d'estimation et pas de chiffres exacts. Mais par contre,
pour les plus curieux et les plus critiques, je vous invite vraiment à lire nos méthodologies, à comprendre que on n'accepte pas d'être pas assez rigoureux, de pas donner notre maximum. On va essayer de coupler, de croiser des bases de données différentes, essayer d'enrichir, de faire en sorte que les données soient les plus récentes possibles. Le challenge là, c'est qu'on fait des comparaisons internationales et du coup, on sait que dans les pays développés, il y a beaucoup plus d'accès aux données que dans les pays en développement. Donc ça aussi, c'est un challenge supplémentaire. Et c'est aussi pour nous l'occasion de parler de ces enjeux-là, de ces enjeux statistiques. Mais c'est clair qu'on est sur des estimations, on est sur des proxys. Et pour nous, rien que estimer ces chiffres-là donne une idée claire des choses qu'il faut mettre en place. Et à l'échelle d'une chaîne d'approvisionnement, il y a quand même énormément d'acteurs. Et là, on essaye de sensibiliser aussi toute la chaîne et le fait qu'il faut nettoyer, entre guillemets, toute la chaîne. Bien sûr, et c'est justement tout l'enjeu. Je pense qu'on en parle, en tout cas dans le monde du textile, on en parle de plus en plus. Pour autant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu le disais, ces externalités négatives, elles ont donc un impact sur les pays hors Union européenne, sur les pays en développement. Aujourd'hui, est-ce qu'un État peut être tenu responsable, ou une entreprise peut être tenue responsable de cette pollution commise à l'étranger, de ces accidents, voilà. Est-ce qu'il y a un système de responsabilité qui est mis en place ? Au niveau des spillovers, en fait, j'ai envie de dire que les États, ils commencent tout juste à s'y intéresser et que c'est encore assez timide. En 2022, on a la Suède, le premier pays à s'être attribué des cibles et des indicateurs spécifiquement sur ses impacts à l'étranger. C'est en progression, c'est dans la pipeline. C'est pas encore sorti, mais voilà, c'est le seul pays Suède, pour l'instant. Voilà. À l'échelle de l'Union européenne. C'est ça. Et à l'échelle du monde. À l'échelle du monde, qui prend en compte ces impacts-là. Donc pendant longtemps, on va dire début du XXe siècle, du XXIe siècle, fin du XXe, on pensait que les pays occidentaux, étaient les plus respectueux de l'environnement, étaient les plus respectueux des institutions démocratiques et des droits humains. En réalité, on montre que les pays développés ont finalement juste externalisé leurs industries les plus polluantes, notamment. Et qu'on reste cantonné au niveau des indicateurs aux frontières nationales, donc strictement domestiques, et souvent en excluant les territoires d'outre-mer. C'est le cas pour le Royaume-Uni, pour la France, pour les États-Unis, par exemple. À SDSN, on va vraiment essayer d'avancer l'argument de la responsabilité de ces pays, dans le cadre de, entre guillemets, notre lobbying. C'est vraiment quelque chose qu'on met en avant, à la fois parce que par exemple, le G20 représente 60% de la population mondiale, représente 85% du PIB mondial. En termes absolus, c'est les pays du G20 qui génèrent la majorité des impacts négatifs sur l'environnement, tant au niveau national, domestique, qu'au niveau international à travers leurs importations. Du coup, on a vraiment cette responsabilité pour nous, de par le fait que c'est des pays riches, que c'est des pays puissants sur la scène internationale, de manière diplomatique, politique. Mais en plus de ça, ils portent une responsabilité historique. C'est-à-dire qu'ils ont pollué pendant des siècles, se sont développés, ils ont largement contribué à notre situation actuelle et qui continuent à le faire à l'étranger en contrecarrant les efforts des pays en développement qui sont déjà avec, on va dire, un pas en arrière par rapport à eux en termes de développement. Mais bon, j'essaye quand même on va dire, de finir sur une note positive. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a plein de gouvernements qui s'intéressent à nos travaux, qui veulent travailler avec nous, plein d'agences, départements européens qui nous écoutent. Donc, on a l'espoir quand même de faire avancer les choses. Et cette idée des spillovers et cette idée de attraper la veste, entre guillemets, des pays occidentaux, elle est super importante parce que ça nous permet aussi de dire, c'est pas en gardant ton petit jardin propre que t'as mis tes ordures dans le jardin d'à côté, t'es allé piquer les fruits du jardin de l'autre côté. Donc c'est un peu une analogie minimaliste, mais c'est juste pour dire que
les problèmes dont on parle dans un monde mondialisé sont des problèmes internationaux. Le problème du climat, par nature, est un problème international. Et que si on ne trouve pas des manières de coopération et de résolution internationaux, on n'y arrivera pas à temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je le disais tout à l'heure, vous avez développé une plateforme, un site internet qui permet à qui le souhaite justement de mesurer ces spillovers, ces externalités, de prendre conscience de ça. J'imagine que vous avez travaillé avec des développeurs. Là, c'est une volonté de, comme je le disais tout à l'heure, démocratiser l'accès à l'information, que ça puisse être facilement compréhensible par tous les citoyens et toutes les citoyennes de l'UE et du monde d'ailleurs. Oui. Vraiment, c'est notre ambition. On a vraiment pas... Certes, on fait des travaux de recherche, on a des économistes, mais on n'a pas vocation du tout à faire de l'économie hors sol, que les chercheurs... voilà, c'est un truc entre chercheurs, entre universitaires. Ça, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on se saisisse de ces problèmes-là, qui nous concernent tous. Pour nous, cette vulgarisation scientifique, elle est nécessaire. C'est pour ça qu'on essaye, voilà, à travers notre communication, d'être les plus clairs et aussi stratégiques, dans le sens vraiment faire comprendre aux gens pourquoi c'est important de penser à ça. Et vraiment, on essaye de passer de ce format un peu désuet des gros rapports et du texte. On essaie vraiment de réduire le texte et de toujours associer des plateformes en ligne qui sont là, en fait. J'espère qu'on pourra mettre un petit lien. Bien sûr. On peut à la fois afficher une carte, choisir des indicateurs précis et voir des comparaisons internationales. On peut aussi voir les trajectoires des pays d'ici 2030, d'ici 2050. On peut aussi accéder au classement des pays, à des fiches profil pays pour voir de manière plus détaillée comment un pays performe sur tel ou tel objectif. Et on peut aussi construire des graphiques, donc en choisissant les pays et pour voir une vision dans le temps de l'avancement. Et en dernier lieu, donc gratuitement sur la plateforme, on peut télécharger tous nos résultats, tous nos indicateurs, vraiment pour les plus curieux, pour ceux qui veulent réutiliser nos données pour d'autres travaux par exemple. C'est très important pour nous que ce soit gratuit et accessible à tous. Pour les journalistes aussi, c'est pas mal. C'est ça, pour le journaliste, ils aiment aussi les communiqués de presse déjà bien faits, parce que en réalité, je le sais, je le vois tous les jours, même parmi mes amis, qu'il y a des gens qui prennent peur quand on parle trop de chiffres, quand on parle trop et qu'il faut prendre le temps vraiment d'expliquer les choses, d'être facile à comprendre grâce à cette plateforme, en fait, on veut vraiment que l'utilisateur se sente à l'aise de jouer, de comprendre, de se poser des questions. On a des définitions partout, on a tout ce qu'il faut. Et on a vraiment pensé le site pour qu'on puisse se promener facilement dessus et chercher l'information rapidement. Oui, c'est très intuitif. Très intuitif et je pense que n'importe qui saura utiliser et comprendre ce site qui est fort agréable et qui permettra aussi, j'imagine, aux plus jeunes de s'y intéresser, aux étudiants aussi, à qui les gros rapports peuvent aussi faire peur de temps en temps. Tu le disais, vous avez mené une étude sur les externalités dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire de l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? J'avais pas envie de la zapper pendant cet entretien parce qu'elle est très intéressante, très riche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et pour donner envie aux auditeurs et aux auditrices d'aller la lire ? Alors en fait, pour cet article scientifique, on s'est vraiment focalisé sur les spillovers, des impacts environnementaux et sociaux générés à l'étranger pour satisfaire nos petites bouches européennes. C'est vraiment un sujet important pour nous. Parce que l'UE, c'est le 3e plus grand importateur de produits alimentaires dans le monde. C'est aussi le continent qui veut devenir le premier continent à être neutre, à respecter la neutralité carbone. La Commission européenne, c'est aussi le Green New Deal et énormément de stratégies spécifiques à l'agriculture, notamment Farm to Fork. Et du coup, malheureusement, nos résultats ont montré que 46% des terres agricoles utilisées pour satisfaire la consommation européenne se trouvent à l'étranger.
Donc je répète, 46% des terres agricoles utilisées pour nous nourrir se trouvent à l'étranger. C'est énorme et en fait, ça pose question. Parce que, en fait, certains des produits agricoles importés par l'UE sont notamment connus pour être associés à la déforestation et du coup à la dégradation des forêts tropicales. On pense au Brésil et on pense aussi à l'Asie du Sud-Est. Ça implique forcément que la demande européenne, elle va exercer une pression sur la biodiversité, à la fois la faune et la flore de ces terres qui sont transformées pour être cultivables. Et souvent transformées dans un élevage extrêmement intensif qui détruit les écosystèmes et fait fuir la biodiversité qui peut fuir, ou bien la met dans des menaces assez importantes. Et les populations locales aussi, des fois. C'est ça. Mais aussi, on a des enjeux sociaux. Ça reste un domaine... un secteur d'activité très dur, très précarisé dans le monde entier, et encore plus quand on délocalise. On sait que ça a un impact à la fois sur nos travailleurs locaux, mais aussi sur les prix et on va dire l'équitabilité d'un commerce international nord-sud. Et on a une pression sur la crise climatique via des émissions du secteur de l'agriculture, des pesticides, et aussi juste le transport en fait des produits jusqu'à l'Union européenne. Donc tout ça fait que c'est un enjeu extrêmement important. C'est un enjeu aussi sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à manger sainement, de manière abordable pour tout le monde. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, qu'il y a encore des gens qui meurent de faim à l'heure actuelle. Et ces inégalités, ce partage des ressources, c'est ça qu'on essaye aussi de remettre en question dans ce rapport. Voilà. Ok, mais alors, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous proposez aussi des solutions, des pistes pour agir différemment, pour essayer de changer la trajectoire ? Oui, vraiment, c'est ce sur quoi on travaille le plus. On essaye vraiment d'être en veille constamment sur les dernières idées de mesures politiques. Il y en a énormément. Je vais en citer 3. La première, c'est vraiment le financement des pays en développement qui sont aujourd'hui sur les marchés financiers, ils doivent s'endetter à des taux extrêmement élevés. Par rapport à ce que j'ai avancé tout à l'heure sur la responsabilité des pays, pour nous, c'est vraiment très important que la coopération internationale intervienne, qu'elle soit à la fois bilatérale entre une agence, par exemple, de développement national et un gouvernement de pays en développement, ou bien sur on va dire, un contexte multilatéral à travers des organisations internationales ou des banques de développement. En deuxième lieu, on a des politiques vraiment coercitives, et je pense que tu vas aimer, sur la gouvernance des entreprises, donc, c'est-à-dire un contrôle de l'État, ou bien de l'Europe, on espère, parce qu'on a aussi un texte de loi en progression par rapport à ça à l'échelle européenne. On va en fait faire en sorte que les entreprises qui agissent à l'étranger, soit des entreprises européennes qui ont des activités à l'étranger, soit des entreprises étrangères qui ont un marché européen, enfin qui vendent leurs produits sur le marché européen. Ces entreprises à l'étranger, donc à travers un contrôle de l'État, on va les pousser à changer leur manière de produire, à changer leur politique d'emploi, à fournir régulièrement des études d'impact environnemental et social précises, qui répondent à des régulations précises. Avec un tel contrôle, on pense qu'on pourrait diminuer l'importation de biens et de services intégrant des spillovers et inciter les entreprises à prendre des mesures claires pour rendre compte des comptes à l'État et aux citoyens. Ça, c'est très important pour nous. C'est une idée phare qu'on met en avant depuis longtemps. Et la dernière, que je dirais qui est assez concrète, c'est vraiment mettre en place des régulations sur la commande publique. C'est-à-dire tout ce que l'État, les collectivités territoriales achètent en produits et services. Ça passe de la rénovation de bâtiments publics à la cantine scolaire. Et la commande publique représente entre 13 et 20% du PIB d'un pays, ce qui est un chantier énorme, et c'est un chantier vraiment qu'on peut rendre durable d'urgence, juste en faisant attention à ce que l'État achète. Voilà, pour 3 petites idées assez concrètes.
Ça sera assez intéressant de faire attention à ce que l'État achète plutôt que de culpabiliser le citoyen ou la citoyenne lambda. C'est ça. Merci beaucoup Salma pour ces pistes de réflexion. On voit qu'il existe des moyens d'action, il existe des solutions et des choses qu'on peut mettre en place. Alors pas forcément nous, mais si on veut vous soutenir, si on veut vous aider, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, déjà en nous suivant sur les réseaux sociaux, regarder nos dernières actualités, interagir avec nous. On est très ouvert à cela. On est présent sur Twitter, sur LinkedIn et sur Facebook notamment. Et à faire, grâce à ces réseaux sociaux, au moins on peut être tenu au courant de nos dernières publications et pas que nos rapports de recherche, mais également tout ce que SDSN fait. Je pense à la SDG Academy et à nos réseaux internationaux et régionaux. Donc on vous attend et vraiment n'hésitez pas à discuter avec nous et à demander plus d'informations. Comme tu le disais, l'équipe est jeune et dynamique et toujours à même de répondre aux questions. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Jeanne. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter la barre de description de l'épisode. Vous y retrouverez l'ensemble des ressources mentionnées par Salma. Et surtout, si vous pensez que cet épisode mérite d'être écouté, n'hésitez pas à laisser un avis et des étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast afin que de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs puissent le découvrir. Vous pouvez également partager votre écoute sur les réseaux sociaux et taguer Basilic Podcast. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et j'espère que d'ici là, j'aurai pleinement retrouvé ma voix. Allez, à mardi, prenez bien soin de vous.